Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux entraîneurs de renom. Olivier Krumbolz, entraîneur de l'équipe de France féminine de handball depuis 1997 et qui possède un des plus beaux palmarès du sport collectif français. Et Fabrice Vial, entraîneur de l'équipe de France féminine de volleyball depuis 2007 et qui est en train de faire un véritable travail en profondeur avec une nouvelle génération, dans laquelle se trouvent quelques anciennes, dans la perspective de la prochaine Olympiade, les Jeux de Rio en 2016. La première question, donc vous avez été tous les deux entre joueurs de haut niveau, chacun dans votre discipline. Vous avez embrasé la carrière d'entraîneur sur des populations féminines relativement rapidement. Qu'est-ce qui a guidé votre choix ? Moi, je suis tombé peut-être un petit peu amoureux, c'est vrai, du handball féminin quand j'étais déjà joueur. Je trouvais que quand j'ai commencé à encadrer, que c'était très intéressant, que c'était passionnant, qu'elles étaient la relation entraîneur-entraîné était beaucoup plus riche. C'est vrai que la pratique féminine souffre pas la médiocrité et elles sentent quand même que c'est difficile pour elles, notamment dans un sport comme le handball où il faut lancer fort, où il y a beaucoup de contacts. Et donc elles sont en recherche de compétences vis-à-vis de l'encadrement, plus que chez les garçons où les garçons se sentent un peu plus faciles dans la pratique et ont une relation peut-être un peu moins privilégiée, un peu moins riche avec l'entraîneur. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Alors c'est un petit peu différent pour moi. J'ai commencé moi chez les garçons et puis en fait j'ai eu une opportunité d'être adjoint par l'intermédiaire d'un collègue qui m'a choisi comme entraîneur adjoint dans un premier temps. Et puis en effet j'ai découvert un monde où la relation humaine était très importante et en même temps les échanges qu'on pouvait avoir avec les athlètes étaient vraiment très intéressants. Et du coup j'ai continué et j'ai basculé premier ensuite sur cette équipe nationale. Ok, merci Fabrice, tu vas garder le micro. Pour entraîner un groupe féminin, faut-il être un homme particulier, d'après toi ? D'après moi, non, pas du tout. Je pense pas qu'il faut être un homme particulier. Faut simplement à un moment, peut-être avoir des échanges plus réguliers avec les filles. Il y a véritablement des choses qui se passent au niveau de tout ce qu'on peut faire passer comme discours. En même temps, quand elles adhèrent, elles sont beaucoup plus investies. Donc il y a véritablement un échange qui se crée. J'ai l'impression beaucoup plus que chez les garçons. C'est une richesse que on découvre petit à petit aussi en devenant, avec de l'expérience, on se rend compte que ces échanges sont vraiment importants. Donc je crois qu'il faut pas être particulier, il faut de temps en temps peut-être avoir un discours un peu différent que chez les garçons, mais en tout cas je pense que il s'agit d'être nature, parce que je crois que quand on n'est pas nature avec les filles, ça passe pas du tout. Olivier ? Oui, je pense que tout simplement, quand on entraîne un collectif, il faut s'adapter à ce collectif, alors qu'il soit masculin ou féminin. C'est difficile de définir les différences. Et puis on est tellement immergé aujourd'hui dans le sport féminin que nos souvenirs du handball masculin, du sport masculin s'estompent. Non, mais un bon entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui inévitablement doit être charismatique. Et pour être charismatique avec un groupe, il faut être à l'aise avec ce groupe. Alors, il est bien évident qu'avec la jante féminine, il faut être à l'aise. Pas trop non plus, parce que, c'est cette histoire de pouvoir de séduction, etc., il faut pas faire n'importe quoi. Je pense simplement il faut dégager une image d'entraîneur charismatique, et pour avoir du charisme, il faut être à l'aise. Et puis, mais surtout, je pense qu'il faut avoir beaucoup de compétences. Les filles, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles attendent de la compétence, et à partir du moment où elles ont la sensation que l'entraîneur peut les aider à progresser, la gestion du groupe devient facile. Alors, on commence à répondre à la prochaine question. Qu'est-ce qui vous caractérise, chacun d'entre vous, pour appréhender, pour diriger un groupe de haut niveau ? Je pense que c'est aux joueuses qu'il faudrait demander. Non, mais je crois que pour durer dans ce métier-là, il faut un certain nombre de qualités, mais il faut dégager une image d'entraîneur exigeant. L'entraîneur, il est là pour pousser la machine à son paroxysme, pour aider les athlètes à progresser, pour éviter qu'ils s'installent dans un certain confort. Donc à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut être exigeant, il faut être rigoureux, il faut accepter d'être dur par moment pour pousser les... Vous savez, je pense que
au départ, quand on est très dur avec les joueuses, il y a des moments de tension, mais la qualité de l'entraîneur, elle se reconnaît quand on rencontre les filles 10 ans après, et qu'on parle non plus entre entraîneurs entraînés, mais entre deux personnes qui ont partagé une passion dans un certain groupe, et on se rend compte à ce moment-là que, eh bien, souvent elles nous remercient d'avoir été dures, de les avoir poussées parce qu'elles en avaient besoin. Donc je crois que c'est ça qui est essentiel, que tous les jours on se lève en essayant de les faire progresser, et notamment de les faire progresser individuellement, parce que ça a beau être du sport co, ce qui intéresse prioritairement la joueuse, eh bien c'est qu'elle progresse. Ouais, je pense aussi que c'est par rapport aussi aux valeurs qu'on peut développer au travers de ces échanges qui font qu'un athlète avance. Et donc à partir de là, c'est vrai que c'est ce qu'elles recherchent. Je crois que vraiment elles ont rapidement compris que l'important pour elles c'était d'avancer, de continuer d'avancer, et qu'au travers de l'équipe de France, elles progressent, et les échanges qu'on peut avoir à partir du moment où ils sont fructueux et que l'athlète progresse, ça ne peut être que bénéfique pour elle. Donc je pense que quand on est dans cette logique et dans cet échange, il y a aucun problème là-dessus sur l'entraînement féminin. Ouais. Et alors, la deuxième partie de la question, c'était aussi, est-ce que ce que vous faisiez au début, que vous aviez un groupe, le groupe féminin dans l'équipe de France, est-ce que vous faites la même chose en termes de comportement, ou de par votre cheminement personnel, ou de par l'évolution des filles, vous avez changé? Je crois que tous les entraîneurs ont à un moment fonctionné, et heureusement on évolue au travers de l'expérience qu'on acquiert. Maintenant, on est avec des valeurs, on est avec véritablement des envies, et à partir de là, on se construit comme entraîneur avec tout cela. Donc à partir de là, on s'identifie aussi des fois à certains entraîneurs quand on est un jeune entraîneur. Et à partir de là, on se construit. Et je pense qu'au travers de ce cheminement, on construit un entraîneur, mais on construit aussi un personnage, sans déroger à la règle, c'est-à-dire en restant ce qu'on est vraiment. Et je crois que c'est surtout l'important. Il faut suivre vraiment sa ligne de conduite et montrer que, au travers de cette ligne de conduite, on a des compétences et qu'on va faire avancer soit individuellement ou collectivement le groupe. Voilà, je pense que c'est surtout ce qu'il y a d'important. Ouais, moi je pense que j'ai profondément évolué au fil des années, et qu'aujourd'hui je coache pas de la même manière. L'expérience amène du discernement, je pense. C'est-à-dire que on trie beaucoup mieux l'information, et on recentre beaucoup mieux et son énergie et sa rigueur sur des choses qui sont essentielles. Je crois qu'il faut savoir discerner la problématique de la joueuse et la personne. Comme je dis toujours, on peut être très dur avec la joueuse, mais il faut toujours garder un respect énorme pour la personne. Ça, c'est pas très facile, parce qu'au début, on est très impétueux, et au début, quand on entraîne, on se rend pas compte qu'on n'entraîne pas, on est joueur. C'est-à-dire qu'on croit encore qu'on va influer directement sur le jeu. Or, on n'influe pas directement sur le jeu, c'est les joueuses qui influent directement. Donc, il faut du temps pour comprendre à un moment donné qu'on est peut-être un rouage essentiel, mais on est dans une action qui est indirecte et qui passe systématiquement par la joueuse. Après, je pense que ce qu'il faut souhaiter à un entraîneur, c'est de gagner en confiance, et à un moment donné d'être définitivement persuadé qu'on est compétent. Ça ne veut pas dire qu'on fait que des mauvais choix, que des bons choix. On fait aussi des fois des mauvais choix. Mais je pense que l'expérience, à un moment donné, quand il y a une certaine forme de réussite, ça apporte de l'assurance, parce qu'on est persuadé qu'on est compétent. Après, ça marche ou ça marche pas, mais on se remet pas tout le temps en cause. Ouais. Ok. Alors, au-delà de votre mission d'entraîneur et de sélectionneur, après des échanges aussi bien avec toi, Fabrice, qu'avec Olivier, on ressent véritablement chez vous un véritable besoin de structurer votre discipline au féminin. Ça s'arrête pas uniquement à l'équipe de France A. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est certainement là aussi
ce qui passionne le plus avec le temps qui passe, parce que c'est vrai qu'on est toujours extrêmement motivé par les résultats, mais on prend aussi une certaine forme de recul. On a une certaine forme de recul par rapport aux résultats. Nous, on a des compétitions tous les ans, donc on sait inévitablement, quand on reste longtemps, qu'on va pas tout gagner, qu'il va y avoir des bons résultats et des moins bons. Et on se rend compte que la partie immergée est la partie la plus importante, et que si on veut gagner à long terme, il faut absolument structurer dans l'ensemble de la filière, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans des sports où il y a beaucoup de licenciés. En France, on a la chance aussi d'avoir un certain nombre d'entraîneurs professionnels à notre service, si je puis dire. Donc il faut remettre tout ce monde en harmonie, et ça c'est quelque chose de compliqué, parce que c'est vrai que l'intérêt collectif, c'est pas forcément évident à comprendre, et de toute façon, nous, on est complètement dépendant du travail qui est fait en dessous, parce qu'on récupère des jeunes filles qui ont 20 ans, qui ont presque une dizaine d'années de pratique, et à partir de ce moment-là, si l'ensemble du dispositif ne fonctionne pas, ou fonctionne pas très bien, eh bien on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup d'efficacité. Oui, pour aller dans le sens de ce que dit Olivier, alors peut-être encore plus vrai chez nous, parce que on a peut-être moins de réussite actuellement au niveau du volley féminin. Donc la structuration était très très importante. On est arrivé sur un secteur féminin qui était, on va pas dire à l'abandon, mais qui était vraiment les synergies fonctionnaient plus entre la détection jusqu'aux filières d'accès au niveau, et ensuite sur l'équipe de France senior, on avait pas trop de synergie dans tout ça, et en même temps les clubs pro, ils faisaient ce qu'ils pouvaient de leur côté. Donc depuis 2007, je m'attelle aussi à mettre en place tout ça, beaucoup de relations avec les clubs pro, et puis surtout de la relation avec tout le travail qui peut être fait sur toute la filière pour arriver sur les jeunes générations avec des filles qui savent faire déjà des choses, qui ont déjà des valeurs, qui ont déjà construit ce que pouvait être le haut niveau dans quelques années pour elles. Ok Fabrice, j'ai une question pour toi. Alors donc, moi je suis pas un grand spécialiste de volley, mais quand je regarde un petit peu la photographie du championnat de ligue féminine professionnelle de volleyball, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a un pourcentage extrêmement fort d'étrangères par rapport aux joueuses françaises. Comment peut réagir l'entraîneur national que tu es quand tu dois composer une équipe de France, alors que peut-être cette base de joueuses est pas tellement importante? C'est bien évidemment, comme tu le disais, c'est une énorme problématique. Donc c'est un travail qu'on essaye de mettre en place avec à la fois les clubs pro et aussi la Ligue nationale de volley, pour essayer justement d'augmenter, si on peut dire, le nombre de Françaises dans ce championnat pro. Après, on se heurte à cette problématique aussi de liberté du travail en Europe. Donc forcément, le droit du sport défend à un moment les gens qui veulent venir travailler en France, et qui plus est, on a beaucoup de joueuses qui peuvent venir jouer en France, puisque on a quand même des niveaux de salaire, et qui plus est généralement des contrats qui sont plutôt sérieux. Donc bien sûr que c'est une problématique pour l'entraîneur national, parce que à la fois quand on joue en équipe de France, non seulement le niveau est souvent plus élevé, et en même temps, si on n'a pas suffisamment de temps de jeu pendant la saison, c'est très difficile pour intégrer l'équipe de France, et qui plus est pour aller chercher une performance. Donc c'est un travail de longue haleine. On essaye petit à petit d'imposer des contraintes un peu au club pour justement imposer un certain nombre de Françaises issues de la formation, ou tout du moins qui ont une connotation de formation à la française, pour intégrer petit à petit ces filles dans les collectifs pro. Maintenant, aujourd'hui, le vivier qu'on a n'est peut-être pas encore suffisant pour vraiment rentabiliser ce qu'on pourrait faire au niveau des clubs pro. Maintenant, on travaille pour ça, et l'objectif à court terme et à moyen terme, ça va être d'amener de plus en plus de filles sur ces clubs pro, et qu'elles aient du temps de jeu de plus en plus souvent. Alors Olivier, donc au niveau de la Fédération française de handball, il y a une nouvelle réglementation qui va voir le jour, si je me trompe, à la saison prochaine, en début de saison prochaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est-à-dire que pour promouvoir la formation de l'élite sportive française, nous avons un règlement qui
obligera les clubs à avoir un certain nombre de joueuses issues du parcours de l'excellence sportive. C'est donc le projet qui s'appelle JPS, donc les joueuses issues du parcours de l'excellence sportive. Il en faudra pas plus de à terme de 4 qui ne sont pas issues du parcours de l'excellence sportive, 5 pour l'année prochaine parce que c'est une année intermédiaire. Et les clubs pourront avoir une 5e joueuse qui n'est pas issue du parcours de l'excellence sportive, à condition d'avoir fait signer une jeune joueuse professionnelle qui sort des centres de formation, ce qu'on appelle une néo-pro. Donc c'est des règlements qui, à mon avis, doivent permettre l'accession à nos jeunes joueuses, une accession à l'élite facilitée. Nous avons 22 pôles espoirs. Nous avons fait le choix d'avoir un vivier très important. Et la continuité de ce travail, c'est qu'elles aient des places en championnat de France, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de richesse dans le sport français. Il y a beaucoup de richesse. Le métissage est une véritable richesse. Encore faut-il les former et leur donner leur chance, parce qu'on sait très bien que pour qu'une joueuse puisse devenir une grande joueuse, elle a besoin de jouer au plus haut niveau. On commence un petit peu à le voir, parce qu'on a l'impression que les stratégies de recrutement dès cette année commencent un petit peu à évoluer, et donc j'imagine en fonction aussi de ce qui a été amené. Oui, mais je crois que c'est une aide pour les clubs, parce que c'est un peu prendre des joueuses qui viennent de l'étranger, c'est souvent une solution de facilité. C'est-à-dire à un moment donné, elles sont faciles à recruter, elles sont proposées par des agents, elles ne posent aucun problème dans le sens de la responsabilité, contrairement à une jeune joueuse française. Quand on prend une jeune joueuse française, qui plus est, si elle est mineure, c'est une responsabilité vis-à-vis du dispositif, vis-à-vis des parents, alors que quand vous prenez une joueuse étrangère, une fois que vous lui avez versé son salaire, vous estimez que vous n'avez plus d'autres responsabilités. Et très souvent, on voit des joueuses qui sont pas issues du parcours de l'excellence sportive, qui sont pas meilleures que de jeunes joueuses. Donc il faut promouvoir nos joueuses, parce que c'est vrai que sur certains postes clés, on se rend compte à partir d'un certain moment qu'il n'y a plus que des joueuses étrangères. Et quand on veut composer l'équipe de France, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de concurrence que ça. Fabrice, alors là on va parler un petit peu de planification de saison internationale. Donc c'est vrai qu'elle est totalement différente si on est par rapport au volley, entre le volley et puis le handball. Le handball, il y a des compétitions intermédiaires en plein milieu du championnat, donc la saison internationale est entrecoupée. Vous, c'est par bloc. Et tout le championnat français se déroule d'un bloc, et après il y a toute la saison internationale. Alors pour cette année, et en vue de la prochaine Olympiade, quels vont être tes objectifs et tes prochaines rencontres? Alors il y a deux échéances importantes cet été, donc on n'est plus en course nous pour les Jeux de Londres. On se fait sortir sur un dernier tournoi, un pré-qualif en novembre dernier. Donc les échéances à court terme, ça va être la Ligue européenne, qui est l'équivalent en fait de la World League en garçons. C'est une compétition, on va dire, qui n'est pas officiellement reconnue comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde, mais c'est une compétition où les meilleures nations européennes s'inscrivent pour justement avoir des compétitions à la fois qui sont considérées comme officielles, mais sans être primées comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Donc ça nous fait des confrontations très intéressantes sur pratiquement un mois et demi. Donc ça se situera entre le mois de mai et le mois de juin. Et puis dans la deuxième période de l'été, donc sur le mois d'août et septembre, on aura un tournoi de qualif au championnat d'Europe qui se passera à 2 endroits, un premier tour en Slovénie et un deuxième tour en Belgique, où dans la poule on aura donc la Slovénie, la Belgique, Monténégro et la France. Ok, très bien. Olivier, il y a une échéance très importante qui va arriver, avec un tournoi extrêmement relevé le mois prochain, pour le TQO qui se déroule à Lyon. Donc de toute façon les perspectives elles sont très très proches. Ouais, nous on est dans une période extrêmement tendue, parce que malgré nos bons résultats, on n'est toujours pas olympique, et on est tombé dans un tournoi qualificatif olympique qui est extrêmement difficile, qui est le plus difficile. Et donc on est en grand danger. On est en grand danger pour la qualification olympique, d'autant plus qu'on ne sera pas au complet, qu'on a une cascade de blessures cette année qui sont vraiment malvenues, qui arrivent au pire des moments pour l'Olympiade, puisqu'on a travaillé pendant 4 ans pour aller à Londres et être opérationnel à Londres. Je dirais simplement que le plus dur pour nous, c'est de passer le tournoi qualificatif olympique.
parce qu'on pense qu'on aura récupéré et Piejos et Pinot pour les Jeux Olympiques, même si Pinot sera peut-être pas encore à 100%. Et donc, on est complètement concentré sur le tournoi à Lyon, où il va falloir qu'on soit à notre meilleur niveau et qu'on puisse passer. Il y a 2 qualifiés, il faut mettre une excellente équipe derrière, et le Japon, qui est quand même aussi une bonne équipe. Donc, on est dans une actualité brûlante, qui n'est pas facile à gérer, parce qu'on est effectivement, comme tu l'as dit, aussi dans la fin de saison pour les clubs, les playoffs, où il y a encore 4 clubs qui courent après le titre de champion de France. Ok Olivier, alors dernière question pour vous deux. Fabrice, tu viens depuis un certain nombre d'années à Boulouris tous les ans, il y a une convention entre la fédération et le Krebs. Olivier, c'est un retour, tu étais venu il y a 7-8 ans, donc qu'est-ce que vous y trouvez, ou qu'est-ce que vous espérez y trouver, hormis la pluie, par rapport à Olivier, avant que tu le dises. Voilà, donc c'était un peu la question de la fin. Alors, moi je peux bien en parler, puisque je travaille aussi ici, hors période internationale, sur le pôle France Cadet. Donc, ce que j'y trouve déjà, c'est un ensemble de choses. C'est premièrement un hébergement de qualité, avec une restauration de qualité, et puis en ce qui concerne les installations sportives, j'ai mes marques ici, avec le COSEC, qui est une salle qui est, il est vrai, peut-être un peu plus dédié au volleyball, avec le terrain nouvellement construit. En même temps, une salle de muscu qui est totalement adaptée aussi à tout ce qu'on peut faire au niveau de la préparation physique. Et pour terminer aussi, on va dire un centre de récupération qui nous permet, sur ces catégories de joueuses, de véritablement couvrir l'ensemble des besoins du haut niveau. Donc c'est clair que c'est un atout indispensable, et qui plus est, ce partenariat se passe plutôt bien depuis plusieurs années, donc on souhaite qu'il continue. Oui, mais nous, on met toujours l'accent et la priorité sur la qualité du travail, tout simplement. Donc pour le travail, c'est les installations techniques qui sont prioritaires, la qualité de la salle, l'unité de lieu, parce que c'est vrai que tous les déplacements nous prennent beaucoup de temps. Donc là, le fait d'avoir tout sur place, que ça soit en termes d'installation sportive, hébergement, ça nous convient parfaitement. Alors après, c'est vrai que on connaît aussi un peu la maison. On sait qu'elle a été rénovée. C'est vrai que quand on est venu en 2006, les chambres n'étaient pas encore rénovées, et c'était quand même autre chose. Aujourd'hui, il y a largement le confort nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions, et c'est un bel endroit. C'est un bel endroit. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le soleil, mais le Krebs de Boulouris, c'est un bel endroit, et je crois que de travailler dans un endroit, on va dire, aussi charmant, c'est important. Et quand le soleil va revenir demain, c'est vrai que c'est agréable, hein. C'est agréable d'être dans un parc comme ça, et de marcher à pied de sa chambre au COSEC, à la restauration. Ça donne aussi aux athlètes une respiration. C'est quand même moins gris et moins difficile. Les hôtels sont pas du tout adaptés pour la vie des équipes en sport co. Les chambres sont petites. Souvent, il faut mettre beaucoup d'argent pour avoir le luxe nécessaire et le confort nécessaire. Donc moi, je pense qu'on est aussi bien ici. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé ces moments. Et puis en tous les cas, cette émission se termine. Bonne soirée, à bientôt.